La neige couvrait tout comme une seconde peau. Un filet de respiration se cristallisait en nuages devant son visage. Ses bottes étaient percées et la couverture qui lui tenait lieu de manteau était trop fine pour les nuits du plateau. Elle frappa une porte après l'autre, chaque bruit un espoir qui se noyait. On voyait les traces de ses pas s'éteindre dans la nuit comme autant de petites prières consumées. C'était presque minuit quand elle arriva au rang où se trouvait le ranch de Gaspard. La 13e porte restait entr'ouverte. Asseyez-vous un instant, écoutez cette histoire jusqu'au bout et vous verrez comment un geste minuscule fit basculer des vies. L'air sentait la cheminée, le foin humide et le fer froid de la clôture. Le tissu de sa couverture frottait contre sa joue comme une mémoire usée. 12 portes s'étaient fermées, la 13e hésitait encore et allait décider. Elle s'appelait Élise, ses doigts étaient gercés, son regard vulnérable mais déterminé. Ce que la 13e porte alla décider changerait non seulement 2 destins, mais l'âme d'un village entier. Si cette histoire vous touche, partagez votre ressenti et dites d'où vous regardez. Les premières fermetures furent brèves et sans pitié. Madame Paula de la boulangerie regarda par la vitre et secoua la tête. Elle chuchota à son mari « C'est dangereux ». Monsieur Luc le maire referma la porte à demi, observant la rue comme on observe un problème qu'on préfère éviter. Marcel, le shérif, passa sans ralentir. Il y eut des regards, des murmures au comptoir d'Annie la quincaillère. « On n'est pas équipé pour prendre des étrangers », dit-elle en appuyant sur le comptoir, comme si le mot « étranger » relevait d'un non-lieu. Fernand, qui prêchait à l'église du village, parla d'ordre et de responsabilité. À chaque porte, Élise sentit le monde reculer d'un pas. Elle raconta, une fois au coin d'un trottoir, qu'elle cherchait juste un abri pour la nuit et peut-être un peu de pain. Les voix répondirent par des syllabes courtes, des refus encadrés de politesse. Dans le voisinage, Théo, le garçon qui réparait les filets de pêche, se contenta de lui lancer une couverture usagée par la fenêtre sans descendre. Martha, la voisine du fond, la regarda et dit « Tu aurais dû arriver plus tôt ». Ces petites humiliations se succédèrent comme des pierres qui cliquetèrent dans la poche d'un vêtement trop léger. Le village savait se montrer frileux, personne n'aimait s'exposer. La 13e porte appartenait au ranch de Gaspard, un homme que l'on disait taciturne et soigneux de ses terres. Quand Élise frappa, il resta un long moment immobile, la main sur la poignée, comme s'il pesait la mesure de chaque mot qu'il allait prononcer. La grange exhalait une odeur de fumée, de cuir et de vieux bois. Des étincelles dansaient encore dans la cuisinière. Gaspard parlait peu, mais ses gestes étaient mesurés. Il fit signe d'entrer. Ils échangèrent des paroles simples, hésitantes. Elle dit « J'ai froid ». Il murmura « Entrez donc ». Sa voix était grave, usée par les saisons. Les premières minutes furent comme des mesures musicales, silencieuses, ponctuées par le crépitement du feu. Il lui tendit une tasse de thé noir, la chaleur montait jusqu'à ses doigts raides. Ils parlèrent de choses banales, le temps, le bétail, la route. Il demanda d'où elle venait. Elle répondit d'une voix qui tremblait « D'ailleurs, loin d'ici ». Il ne demanda pas plus. Il posa une couverture supplémentaire sur ses épaules et la laissa s'asseoir près de la lampe. Un échange de regards, un léger hochement de tête. La première pierre d'une confiance commençait à se poser. Le premier soir se déroula en silence souvent, mais le silence là-bas était un rituel qui parlait. Le crépitement du feu, l'odeur du café brûlé, le bois du plancher qui râpait sous les bottes de Gaspard quand il déplaçait une chaise, tout criait une intimité patinée. Ils parlèrent peu, mais chaque mot pesa. Élise raconta des fragments d'histoire qui n'avaient pas besoin d'être ordonnés pour faire sens. L'enfance dans une maisonnette à l'orée d'un bois, le goût du pain encore chaud tenu dans les doigts, le geste d'une mère qui essuyait la poussière des genoux. Gaspard écouta sans interrompre. Il fit parfois des questions courtes, des oui, des et puis. Il n'offrit pas de jugement. La nuit, lorsqu'il alla vérifier les chevaux, il revint avec une vieille couverture de laine et la plaça sur ses épaules comme un cérémonial simple. Elle la serra contre elle et sentit que pour la première fois depuis des semaines, elle n'attendait pas le matin avec la même terreur. La routine du silence devint un rituel protecteur. Dans les jours qui suivirent, une routine naquit. Les matins devinrent épreuves à surmonter et à partager. Élise se leva avant l'aube pour allumer le four et préparer un petit pain, pour ramasser la paille destinée aux bêtes, pour trier quelques graines de grain destinées aux semis. Gaspard lui montra comment réparer une clôture, prendre la main, aligner les piquets, enfoncer le pied dans la terre gelée, nouer le fil. Le contact des mains sur le bois, l'odeur du cordage, le bruissement des branches créaient un langage sans fioriture.
Ils parlèrent du travail comme d'une forme de respect, non comme punition. Les voisins remarquèrent. Paula reporta du fromage en disant « Voilà, un peu de quoi manger ». Luc devança et proposa du bois. Théo offrit son vieux cheval de bois à Élise, un jouet qu'il gardait pour les saisons creuses. Les petits gestes se multiplièrent et posèrent des assises. Elle apprit à traire les chèvres, à reconnaître la fièvre chez un animal, à tresser une bride. Chaque compétence était une preuve de valeur. Chaque tâche achevée ramenait un peu de dignité. La confiance s'approfondit lorsqu'un voyage à la ville devint nécessaire. Il fallut descendre pour chercher une pièce de tracteur et quelques clous. Gaspard conduisit. Élise s'accrocha au bois du siège. La route fut longue, craquelée et bordée de champs nus qui sentaient la poussière froide. En ville, les regards furent différents. À la supérette, le caissier posa une question qui voulait en dire long. « Elle est avec vous ?» À la boutique de fournitures agricoles, le propriétaire, M. Bernard, plissa le front et murmura que la vie de village ne devait pas manger la charité. Soudain, une parole acérée vint d'un voisin qui connaissait l'histoire d'Élise. « C'est peut-être une voleuse, dit-il trop fort. » Gaspard réagit lentement, puis parla. « Elle travaille ici, elle nous aide. » Les voix se firent plus dures, mais son intervention murmura une protection. À la sortie, Marcel le shérif demanda des papiers. Élise secoua la tête, confuse, et Gaspard expliqua ce qui devait l'être. On cherchait juste du matériel. Les tensions en ville mirent en lumière la fragilité du lien qu'ils avaient commencé à tisser. Le conflit monta. Un soir, une dispute éclata au marché quand Fernand prononça une remarque blessante sur la moralité des personnes sans attache. Les mots devinrent menaçants, et certains voisins commencèrent à se regrouper. Une rumeur naquit qu'Élise n'était pas honnête. La communauté hésita entre la compassion et la crainte. Une poignée de personnes, menées par Luc et par Madame Paula, se présentèrent sur le pas du ranch, certaines curieuses, d'autres alarmées. La confrontation nécessita des mots fermes. Gaspard s'avança et dit « Non, elle reste ici ». Les visages se crispèrent, on parlait d'obligation morale, d'ordre social. Théo pleura presque, incapable de comprendre qu'on puisse en être réduit à chasser quelqu'un qui avait simplement froid. L'un des hommes, Jacques, renvoya une accusation. « Tu vas attirer des ennuis ». Gaspard répondit « Je prends la responsabilité ». Les échanges furent durs, les souvenirs refoulés surgirent, et il fallut une décision claire. Ce fut une décision de rester qui scella un pacte. Plus tard, une nuit où la neige tomba plus fort que jamais, un moment de tension éclata à la lisière du ranch. On frappa à la porte avec une force inhabituelle. Des silhouettes confiantes réclamaient Élise pour la renvoyer. Elle se tint au milieu de la pièce, tremblante, tandis que Gaspard s'interposa. Les voix à l'extérieur hurlaient des accusations anciennes. Ils disaient qu'on ne pouvait abriter n'importe qui. Gaspard parla lentement, chaque mot pesé. « Elle est dans ma maison, et tant que je serai ici, personne ne la forcera à partir, dit-il avec une voix basse. » Un des hommes leva la main comme pour prendre à témoin l'univers. Gaspard leva une lanterne et la porta face au visage du voisin. Non pour blesser, mais pour montrer qu'il ne craignait pas d'être vu. La tension se brisa quand M. Luc posa la main sur l'épaule de son adversaire et dit d'un ton qui évitait l'affrontement « Nous réglerons ça avec la commune demain ». Ce soir-là, la décision fut scellée par un silence qui dit plus que 1000 discours. Ce fut un tournant où la communauté mesura sa propre capacité à tendre la main ou à fermer ses portes. Un autre moment d'intensité apparut lorsque la santé d'Élise vacilla. Une toux persistante et une fièvre montèrent. Gaspard la conduisit au dispensaire du village. L'infirmière, Claire, fit un examen simple. Prise de température, évaluation respiratoire, oxygénation au besoin. Elle prescrivit repos et sirop, expliqua la méthode pour administrer un traitement simple. Donner une cuillerée 3 fois par jour, assurer hydratation et surveillance de la température, et revenir si la respiration s'alourdissait. C'était un protocole élémentaire mais rassurant. La procédure offrit à Élise une structure et montra que la communauté, malgré ses hésitations, pouvait se mobiliser. Ces gestes techniques furent décrits en mots simples pour apaiser l'inquiétude et rendre la pratique accessible. La relation entre eux se transforma en intimité qui n'eut rien d'immédiat. Les gestes quotidiens prirent la place des grandes paroles. Un soir, assis près du feu, ils eurent une longue conversation qui fit 10 échanges serrés. Elle parla de sa peur, il parla de ses silences. Elle demanda pourquoi il avait ouvert sa porte. Il répondit qu'il avait vu quelque chose de familier dans sa façon de tenir la couverture. Les mots se succédèrent, hésitants puis plus francs.
Il parla d'une vie de labeur, d'une ferme héritée et d'une douleur ancienne. Une promesse faite à un frère parti qui n'avait pas été tenue. Elle avoua sa honte d'avoir erré, sa peur de demander. À la fin, ils échangèrent des promesses simples. Des repas partagés, une main tendue pour réparer ce qui était brisé. Le poids de la solitude se détendit. Le moment décisif arriva quand Gaspard proposa quelque chose qu'il n'avait jamais offert à personne. Venir vivre sur le ranch de façon durable, non comme une charité, mais comme une construction commune. La proposition fut posée en gestes autant qu'en mots. Ils parlèrent longuement des responsabilités, de la gestion du bétail, du partage des tâches. Il ne s'agissait pas d'une demande en mariage express, mais d'une alliance pratique, ponctuée d'une scène où il passa un anneau de bois autour d'une poignée de la porte de l'étable, signe d'un engagement nouveau. Les voisins observèrent, certains sceptiques, d'autres touchés. Anna, la couturière, offrit de raccommoder ses vêtements. Paula apporta une petite nappe brodée. Ces rituels domestiques devinrent des preuves tangibles d'acceptation. 3 moments de tension marquèrent le cœur de l'histoire. Le premier survint lors de l'affrontement au marché, quand la rumeur devint presque violence et qu'il fallut que Gaspard prenne position publiquement pour protéger Élise. Ce fut un instant où le Passé menaçait d'effacer le présent. Le deuxième se déroula à la porte un soir de tempête, quand des silhouettes demandèrent son expulsion et que Gaspard se plaça entre elle et la nuit. Le troisième apparut quand la santé d'Élise fléchit et qu'il fallut confier sa vie à des soins simples mais nécessaires, la peur de perdre la fragile construction de confiance monta comme une marée. Chacun de ces moments proposa un choix, céder à la peur ou affirmer l'humanité. Les détails du travail quotidien furent expliqués pour rendre la scène crédible. Pour réparer une clôture, il fallait d'abord aligner les piquets à l'aide d'un cordeau, enfoncer les piquets à la masse jusqu'à sentir la résistance de la terre gelée, puis tendre le fil de fer en plusieurs passes et nouer fermement à l'aide d'une pince. Pour soigner une chèvre fiévreuse, on procédait à une palpation abdominale simple, à la vérification des muqueuses et à la prise de température rectale si nécessaire, puis on administrait un antipyrétique vétérinaire selon le poids estimé et on surveillait la consommation d'eau pendant 24 heures. Ces descriptions techniques restèrent accessibles et courtes mais précises pour donner foi aux gestes. Les jours se succédèrent et peu à peu, le village observa le changement. La communauté se réorganisa en gestes concrets. Paula de la boulangerie commença à laisser un pain en plus sur le comptoir. Luc le maire présida à une révision des règles locales concernant l'accueil d'étrangers. Marcel le shérif changea sa façon de saluer, moins distant. Théo devint l'allié de la poterie et offrit son cheval de bois à la petite fille du voisin. Annie, la quincaillère, fit don d'une boîte de clos, et Martha, émue, donna des graines pour le potager. Chaque geste fut une petite victoire sur la méfiance. 1 mois plus tard, les traces de la transformation étaient tangibles. La couverture que Gaspard avait donnée à Élise séchait sur la balustrade, réparée de ses coutures, et un petit tas de bois fut rangé avec ordre à côté du four. Élise avait appris à cuisiner un pain complet qui tend chaud les matins, et Paula venait parfois pour corriger la technique. Les voisins vinrent participer à la plantation d'un lit de légumes près de l'étuve. Théo et Anna plantèrent des herbes aromatiques. La communauté réagit avec prudente chaleur. Monsieur Luc fit un discours bref lors d'une messe dominicale, disant que la solidarité n'affaiblissait pas la loi. Marcel vint un matin pour demander si tout allait bien et sembla moins sceptique. Gaspard fit preuve d'une patience nouvelle, répondant aux petites demandes par des gestes plutôt que par des mots. 3 mois après l'arrivée, l'élan s'était consolidé. Le potager présentait déjà une rangée de pommes de terre et quelques bottes d'oignons. Une petite étagère à outils avait été montée près de l'étable pour stocker les instruments du partage. Paula trouva L'idée de vendre au marché local un pain spécial concocté par Élise, nommé la miche du ranch, et cela attira une clientèle curieuse. Les enfants du village vinrent aider et riraient en courant autour d'un cheval de bois devenu symbole de confiance. Fernand, qui avait crié le premier, vint apporter des pommes en offrant des signes d'apaisement. Il resta distant mais moins virulent. Des familles commencèrent à faire des échanges de services, un panier d'œufs contre un lot de fromage, des heures de travail pour quelques kilos de grains. La transformation était lente mais visible, basée sur des actes. 6 mois après la première frappe à la 13e porte, la métamorphose s'était ancrée. Le potager avait grandi en superficie et en fermeté. Tomates, betteraves et herbes formaient des bandes de couleurs dans la neige fondante. Élise avait repris goût à la vie, sa toux s'était atténuée, ses mains retrouvaient une force régulière. Un anneau de bois, posé désormais sur la porte de l'étable, brillait comme un talisman. Le marché local incluait désormais la miche du ranch, et Paula racontait aux clients comment un simple pain avait rapproché des gens. Marcel, le shérif, souriait plus souvent et saluait Élise par son prénom.
Théo enseignait aux plus jeunes à tresser des cordes. Annie parlait des économies réalisées grâce au partage des outils. La communauté avait gagné en résilience pratique et en tendresse quotidienne. Ce qui avait commencé comme un acte isolé était devenu une structure, des routines, des règles tacites, une capacité retrouvée à ouvrir les portes. Si cette histoire vous a touché, partagez et abonnez-vous pour que d'autres portes puissent rester ouvertes ailleurs aussi.